Alors relever le défi de la perte d'autonomie de bon nombre de citoyens suppose de repenser les politiques sur le sujet, évidemment. Si une loi grand âge est fortement attendue, la question de la convergence avec le secteur du handicap est également un objectif pour bon nombre d'associations. Ces nouvelles politiques devront également tenir compte de l'attractivité des métiers dans ces différents secteurs de l'action sociale. Quelles sont les orientations envisagées? Pour faire le point, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Dominique Libaud, directeur général de l'École nationale supérieure de sécurité sociale et auteur de nombreux rapports, alors je vais citer le dernier, vers un service public territorial de l'autonomie, et Aurélie Olagnon, vous êtes donc consultante en gérontologie et membre fondatrice de l'Observatoire du Grand Âge. Vous allez nous en parler. Alors Aurélie Olagnon, nous l'avons vu dans ce reportage, la question des ressources humaines est une vraie préoccupation chez les acteurs du secteur. L'été ne va pas ranger les choses, parce qu'on sait que c'est une période de grande tension. Comment on peut faire pour renforcer l'attractivité des métiers de l'autonomie et ainsi lutter contre cette pénurie récurrente, on va dire, de personnel depuis de nombreuses années? Alors déjà, il y en a eu des rapports sur le sujet. Oui, voilà, mais tout a été dit. On a le rapport El Khomri qui a vraiment exploré tout ça. En fait, il faudrait se poser la question dans l'autre sens. Là, on se demande comment rendre attractif, mais se poser la question de qu'est-ce qui a fait que ça n'est plus attractif, si on prend le problème dans l'autre sens. Quand on discute avec des soignants, quand on leur pose la question en EHPAD, pourquoi est-ce que vous vous mettez en arrêt, pourquoi est-ce que vous démissionnez? La réponse, c'est j'ai perdu le sens de mon travail. J'ai perdu le sens, je ne sais plus ce que je fais. On me demande de faire de la technique, on me demande de chronométrer mes interventions. Je n'ai plus de sens, je ne suis plus dans l'humain. Donc si vous faites un peu le problème comme ça, vous vous dites, bon, qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire? Donc il y a une question de ratio, il y a une question, donc on l'a vu dans la vidéo, de rémunération, effectivement, qui est primordiale aussi. On a besoin d'avoir la loi l'offre et la demande, simplement, mais les ratios. Et si vous n'avez pas assez de monde, forcément dans un établissement, le management va aller ce sera un cadre beaucoup plus serré, ce sera beaucoup plus difficile, des pressions managériales, donc forcément une qualité de vie au travail, ça a été abordé aussi dans la vidéo, une qualité de vie au travail qui est sabordée, avec des personnes qui vont démissionner, qui vont se mettre en arrêt. Vous êtes dans un cercle vicieux, de moins en moins de monde. Donc l'idée, ça va être de renverser la vapeur, d'aller chercher comment est-ce qu'on peut faire pour faire un cercle vertueux. Donc commencer par augmenter les ratios de personnel, avoir plus de monde. Augmenter les ratios, c'est mettre effectivement de l'argent en embauchant, mais ça va permettre d'offrir du temps à ces soignants, mais donc du temps aux résidents, et je pense aussi aux soins à domicile, qui sont chronométrés pour chaque intervention au domicile. Il n'y a pas que l'EHPAD, et ça va vraiment permettre à ce moment-là de renverser la vapeur, et on a plus de temps, on retrouve de l'humanité, on retrouve du sens, on retrouve un cadre bienveillant pour son travail, et on n'est plus dans la maltraitance, parce qu'on sait ça, on est de la maltraitance institutionnelle. Les soignants le disent, on ne me donne pas les moyens d'être bien traitant. Vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez, formation bien traitance, des super salles de repos pour les soignants, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous ne prenez pas le problème à la base, ça ne marchera pas. C'est un pansement sur une jambe de bois. D'accord, très bien. Dominique Libaud, Aurélie Olagnon évoquait cette question des ratios, des moyens. Moi, j'ai envie d'aller encore plus loin dans la question qu'on souhaiterait vous poser. On s'aperçoit que maintenant, on arrive à un point où on manque même de candidats, en fait, pour venir travailler en EHPAD ou à domicile. C'est-à-dire qu'en fait, la pénurie se situe même au-delà même des établissements. C'est-à-dire qu'il n'y a les personnes, les jeunes en particulier, ne veulent plus travailler dans ces secteurs-là. Est-ce qu'il y a un effort à faire aussi pour, quelque part, revaloriser ce secteur du grand âge pour arriver à cet objectif d'attractivité? C'est évidemment le sujet presque le plus fondamental, les métiers, parce qu'on peut avoir beaucoup d'objectifs sur la politique du grand âge, la prévention, la qualité, etc. Mais si on n'a pas des professionnels, on n'y arrivera pas. Et le sujet, si j'ose dire, malheureusement, n'est même pas, j'ose à peine le dire, mais donc de réaliser des progrès, mais d'éviter la dégradation. On est en risque de forte dégradation aujourd'hui du fait de ces problèmes d'attractivité. Et effectivement, donc de candidature, mais aussi de fidélisation, parce qu'il y a aussi beaucoup de départs. Et je pense que malheureusement, c'est vraiment multifactoriel. Donc il faut agir sur beaucoup de chaînons de la chaîne. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Je voudrais juste dire, il faudrait que notre société, tout simplement, considère que ces métiers autour des
des personnes vulnérables sont des métiers importants, sont des métiers fondamentaux. Aujourd'hui, on a tendance à dire aux jeunes, c'est super d'aller en vélo pour permettre aux gens d'avoir en 3 minutes ce qu'ils auraient eu en 10 minutes, et que c'est plus fondamental pour la société que de s'occuper, de prendre le temps de s'occuper de votre parent âgé. C'est quand même le message un peu implicitement qu'on voit la société. Donc la première chose, c'est aussi de valoriser effectivement le grand âge lui-même ou la vulnérabilité, de repenser le sens de la vulnérabilité dans nos sociétés. Et ensuite, il y a effectivement tous les éléments de métiers qui ont du sens. Donc effectivement, j'avais proposé le sujet des ratios, mais il y a le sujet de l'EHPAD, mais aussi du domicile. Donc ça ne concerne pas seulement l'EHPAD. Je dois dire aussi que les questions de management sont très importantes, parce que moi, je vois que d'un management à l'autre, eh bien, on trouve quand même des salariés honnêtement épanouis ou moins épanouis, des fidélisations. Je vois des risques d'accident de travail, maladies professionnelles qui ne sont pas les mêmes. Je vois un absentéisme qui n'est pas le même. Donc, oui, le management, c'est super important. Et je pense que tout ce qui a tendance à travailler sur un management fondé sur l'autonomie du soignant, sur une nouvelle relation soignant-soigné, sur ce qu'on appelle la capacité d'agir de la personne et non pas je fais à votre place, tout ça, c'est vraiment l'avenir. Et il faut travailler sur les formations, dès les formations, pour donner ce sens. D'accord, très bien. Alors je reste avec vous, Dominique Libaud. Il y a aussi, au-delà de cette question de l'attractivité, cette fameuse question de la gouvernance des politiques de l'autonomie. Alors c'est un très vaste sujet, vous avez publié très récemment un rapport sur le sujet. Est-ce que la gouvernance des politiques de l'autonomie doit évoluer? J'imagine que oui. Et comment elle doit évoluer? Alors, c'est un sujet qui peut apparaître un peu lointain pour les personnes, mais je veux partir du concret. Moi, je pars du concret et de la personne elle-même. Et en fait, aujourd'hui, je pense que mon constat, c'est qu'il y a un hiatus entre ce qui est affiché dans les politiques de l'autonomie et ce que vivent la plupart des personnes au quotidien. Ce qui est affiché, c'est la politique, ça vise à vous permettre justement d'être autonome, finalement, de vivre selon vos choix, de vivre votre grand âge comme vous le souhaitez. Or, aujourd'hui, en fait, les gens expriment beaucoup le fait qu'ils sont contraints et que quelquefois, ils sont exilés de leur propre vie et que le parcours de la perte d'autonomie est souvent un parcours du combattant pour la personne et pour l'aidant. Pourquoi? Parce que finalement, notre service public sur le terrain n'est pas construit comme un service public de l'autonomie. Il est construit comme il a été, selon l'histoire de notre pays, qui a fait que d'un côté, il y a le social qui est plutôt du côté des collectivités territoriales, et bien qu'on s'occupait de l'aspect logement, habitat, mobilité et demande sociale de la personne, et puis l'aspect sanitaire qui va être plutôt du côté État, avec l'Agence régionale de santé, et puis des professionnels eux-mêmes très éclatés, l'hôpital, la ville est même éclatée entre le médecin, les infirmiers et tout ça, etc. Donc tout ça est très complexe et n'a pas tendance spontanément à travailler ensemble. Or, plus on est vulnérable, plus on a besoin finalement d'un nombre d'intervenants importants, et si on n'arrive pas à le coordonner bien, eh bien ça demande beaucoup de travail à l'aidant ou à la personne, où finalement on se retrouve dans ce qu'on appelle des ruptures de parcours, notamment ce qui se passe souvent, vous avez un couple âgé, eh bien l'aidant lui-même a un problème de santé, on ne sait pas quoi faire, on envoie tout le monde aux urgences à l'hôpital et c'est la catastrophe. Donc tout ça, c'est pas sain du tout. Donc mon sujet, c'est tout simple, c'est de reconstruire le service public de proximité par rapport aux besoins de la personne et de le penser comme un accompagnement d'un parcours, pas simplement des réponses ponctuelles, mais vous êtes, vous, service public de la sécurité sociale, des collectivités locales, de la RS, vous êtes membre d'un service public global, service public territorial de l'autonomie. Et on a la chance quand même d'avoir en France une Caisse nationale de solidarité à l'autonomie, la CNSA, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, qui peut piloter cette coordination du service public territorial de l'autonomie. Donc je propose non pas une révolution institutionnelle, parce que j'y crois pas trop, mais une révolution culturelle, à partir de ce pilotage par la CNSA, et de travailler sur des acteurs qui s'entendent sur les territoires pour des réponses adaptées aux territoires qui sont différents, mais avec une veille sur l'équité territoriale, parce qu'on a quand même un risque fort d'inéquité territoriale sur ce terrain-là, et donc je demande
dans ma proposition à ce que la CNSA soit un peu l'organisme qui va veiller à cette équité territoriale. D'accord, pour donner aussi une vraie visibilité à toutes les personnes qui auraient besoin de faire appel à ce fameux service public, hein, on est d'accord, hein. Il faut qu'ensuite il y ait un cahier des charges au niveau national du service rendu sur l'accueil, l'orientation, sur la gestion des droits, sur les solutions concrètes, sur la prévention qui est très importante et sous-estimée, et que sur la base de ce cahier des charges s'organisent les acteurs pour permettre un parcours fluide, simple, une porte d'entrée très simple pour la personne âgée et les aidants. Personnes âgées et handicapées, parce que sur ce sujet, on y reviendra peut-être, les besoins sont très semblables entre personnes en situation de handicap et personnes âgées. On va l'évoquer. Alors justement, juste pour vous faire réagir à ces vastes propositions, justement sur le besoin de lisibilité, en fait de donner de la lisibilité à des personnes, soit personnes âgées, soit en situation de handicap, soit aidantes, qui sont souvent dans une situation pas facile déjà, et qui ont besoin d'avoir justement face à eux des acteurs à peu près organisés, coordonnés, fluides. On en est loin aujourd'hui selon vous ? Alors on en est loin, ça progresse, mais effectivement, et ça fait écho à ce que M. Libaud a dit, et ce que Serge a pu dire tout à l'heure, ou Nassim, on est sur une territorialisation qui est nécessaire. Un EHPAD, je prends l'exemple de l'EHPAD, c'est un écosystème déjà, c'est un EHPAD, c'est un acteur, c'est un employeur, c'est un consommateur local, il ne peut pas être isolé dans son écosystème, il doit faire partie. On a vu l'importance des CCAS pendant la période Covid, que ce soit pour les personnes vulnérables, pour la vaccination, on doit s'appuyer sur ces acteurs locaux. C'est important, ils connaissent les personnes en situation de vulnérabilité, on doit leur donner les moyens. Et effectivement, le côté social et sanitaire, le cloisonnement est très délétère vraiment dans cette problématique. Et rajouter, je milite vraiment pour que les EHPAD, pour que les directions d'EHPAD fassent partie des intercos, des centres d'action sociaux, même s'ils ne sont pas publics, parce qu'on ouvre les EHPAD. À chaque fois, on dit les EHPAD mouroirs, on ne connaît pas, mais ouvrez les EHPAD. Voilà. Et pareil pour les services à domicile qui connaissent les personnes. On a vraiment quelque chose de l'ordre du lien et de la communication à faire au niveau territorial. D'accord. Aurélie Olagno, justement, vous évoquez la question des EHPAD. Alors ces derniers mois, les établissements ont été au centre de bien des scandales, en tout cas bien des dysfonctionnements avec la fameuse affaire Orpea. Il y a eu des annonces justement, alors il y a eu deux effets croisés, à la fois la remise du rapport de la Haute Autorité de Santé qui vise à réformer en fait les procédures d'évaluation de la qualité, et puis une démarche aussi du gouvernement suite au scandale Orpea de vouloir fortement renforcer le contrôle sur les EHPAD. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité dans les EHPAD? C'est quoi l'équilibre entre contrôle et évaluation? Voilà, vous avez évoqué le problème des moyens évidemment, mais est-ce que c'est juste une question de moyens? Alors, c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de management. On en revient aussi un petit peu de démarche qualité. Le référentiel de la HAS, ça fait un moment qu'il était sur les rails. C'était bien avant le Covid et bien avant les contrôles. Faire des contrôles, c'est demander à un enfant de ranger sa chambre sous la menace de le priver d'un jouet. Il va ranger la chambre pour pas être privé de son jouet, pas pour avoir une chambre propre. Mais ça va être pareil en fait en EHPAD. Donc, tant que vous n'intégrez pas la démarche qualité dans un management de l'établissement. Alors, je parle surtout pour les petits EHPAD, parce que vous avez les grands EHPAD, et notamment ceux qui sont les groupes hospitaliers, qui ont un service qualité. Ouais. Mais dans les petits EHPAD, les évaluations sont vues comme une contrainte. On vient leur dire, il faut qu'on fasse l'évaluation, donc on la bâcle, parce qu'il faut la faire, parce qu'il faut la rendre, sinon on ne peut pas négocier la convention ou le CEPOM. Donc, forcément, on se retrouve avec cette contrainte. Les soignants sont épuisés, on fait les réunions, ils en ont comme ça. Si on a une vraie démarche qualité, donc à commencer par la formation des managers d'EHPAD, et l'intégrer dans un processus de démarche qualité continue, c'est-à-dire on va faire des groupes de travail en permanence, ça va être sur la bientraitance, sur l'alimentation, que sais-je. Là, on est sur un contrôle qui sera vécu, le contrôle qui sera imposé forcément, il sera vécu comme quelque chose de normal pour dire voilà, c'est super, regardez, nous on a fait notre démarche qualité, le contrôle, c'est juste acter ce qui a été fait. Et les contrôles, il faudrait qu'il y ait une personne qui soit vraiment spécifiquement dédiée à la qualité dans les établissements. Malheureusement, il n'y a pas forcément les moyens. La personne qui est dédiée à la qualité se retrouve
à faire plein d'autres fonctions et la qualité passe un petit peu à l'as. Et ça permettrait quand même d'avoir des soignants, que si on a retrouvé le sens, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le sens de sa profession, les soignants eux-mêmes s'emparent des problématiques dans les établissements qui en sont vraiment porteurs. Je le vois, il y a des établissements où les soignants se disent bon bah voilà, on va faire sur l'alimentation, il y a des groupes de travail qui se font tout seuls et le jour où l'évaluation arrive, c'est déjà tout fait en fait, il y a juste à cocher les cases, les indicateurs. Et pour terminer, il y a une phrase que j'aime bien que Laurent Garcia, avec qui je travaille, m'a dit, moi j'aime bien quand on avait dit, en fait en contrôle, il faudrait contrôler plutôt le nombre de sourires plutôt que le nombre de chutes. Ouais. Voilà, si on devait finir un petit peu comme ça, on arriverait à avoir des contrôles un peu plus sympas et avec le sourire aussi des soignants qui accepteraient beaucoup plus volontiers qu'on vienne qu'on vienne les contrôler, mais même pas les contrôler, les valider, on va dire, plus que contrôler. Ouais, tout à fait. Sur cette question de la qualité, Dominique Libault, justement, on a le sentiment, vu de loin, qu'il y a une espèce de lien de confiance entre les autorités qui sont censées contrôler, ou qui financent, les ARS, on le voit sur les évaluations aussi, GIRPATOS, etc. Problème de confiance avec les établissements qui sont contrôlés, évalués. Est-ce qu'à votre avis, il y a aussi un changement culturel, c'est-à-dire des collaborations qui doivent s'améliorer aussi entre ceux qui financent, ceux qui contrôlent et ceux qui agissent aux côtés des personnes âgées? Surtout, je crois qu'il faudrait une politique, comme ça a été évoqué, une politique de la qualité en amont, quoi. Si on envoie le message aux professionnels, vous savez, on se méfie de vous, on va faire des contrôles partout, c'est pas comme ça qu'on va créer de l'attractivité dans les métiers. Si en revanche, on crée une politique de la qualité, par exemple, même sur les financements des établissements aujourd'hui, vous n'avez pas une incitation à la qualité en réalité, vous financez en fonction de l'importance de la perte d'autonomie de la personne. Bon, mais vous ne financez pas pour récompenser la qualité. Donc ça, c'est un sujet sur la situation, pour être très clair, avec les groupes privés. Il n'y a pas de contractualisation de l'État avec les groupes privés sur la qualité. Moi, je pense qu'un groupe, ça peut être intéressant parce qu'on peut avoir une politique d'en haut. Simplement, il faut que l'État dise, moi, je souhaite que vous fassiez de la qualité, pas simplement de la rentabilité. Je vous donne de l'argent public, eh bien, j'ai le droit de vous dire que moi, je vais vous juger sur la qualité. Peut-être que vos actionnaires vous jugeront sur la rentabilité, mais moi, je vous juge sur la qualité. Il me semble que ce n'est pas complètement absurde de dire ça. Et aujourd'hui, on n'ose pas dire, effectivement, un groupe privé doit être habilité sur de la qualité, de la transparence, etc. Et s'il y a de la qualité qui vient d'en haut, on parle les uns les autres de formation de managers, c'est hyper important. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exigence sur la formation, par exemple, sur les directeurs d'EHPAD privés, alors qu'il y a une formation imposée sur les directeurs d'EHPAD publics. Pourquoi? Je ne sais pas très bien. Donc, il faut effectivement travailler sur la formation, travailler sur des indicateurs, effectivement, qui sont autour de la prévention, de la relation avec les résidents, sur le sens et tout ça. Et il suffit d'aller sur le terrain pour voir que ça marche, qu'on a des exemples. Très souvent, il suffit simplement de regarder des bonnes pratiques qui fonctionnent et de se dire, tiens, ça serait peut-être bien qu'on puisse généraliser ce qui fonctionne et de dire à celles et ceux qui ont le courage, la volonté, parce que moi je leur envoie ce message d'estime, je trouve que c'est formidable ce que font certains, eh bien leur dire c'est super et il faut regarder et envoyer des messages comme ça, et c'est quand même différent d'envoyer des messages, attention, on va vous contrôler, etc. Tout à fait, très bien. Alors une politique de l'autonomie ne peut s'envisager uniquement par le prisme du grand âge, on doit aussi tenir compte du handicap. C'est ce que nous disent Alain Villès, président des Petits Frères des Pauvres, et Pascal Ry, président de l'APF France Handicap. On les écoute et on en parle. J'évoquais dans les grands défis auxquels nous sommes confrontés, cette nécessité de promouvoir une politique de l'autonomie. Et une telle politique concerne évidemment toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge. Donc il est plus que temps, et ça doit être la grande ambition de la constitution de cette 5e branche, ou de ce 5e risque de protection sociale, confiée à la CNSA par la loi de 2020, mais qui maintenant doit être investie. Il faut casser cette espèce d'inéquité conjoncturelle et structurelle surtout, qui a consisté à dire que dans le fond, suivant que vous faisiez un pépin de santé avant ou après 60 ans, vous n'avez pas les mêmes droits en matière de compensation pour l'autonomie.
Il y a aussi donc dans cette convergence à améliorer donc la prestation. Il ne faut pas que la convergence soit au détriment d'un des publics, bien évidemment, mais bien au bénéfice des besoins de la personne, quel que soit son âge. Et donc la prestation de compensation doit pouvoir donc être amenée à hauteur de l'ensemble des besoins et donc couvrir tous les restes à charge. Si toutes les prises en charge, enfin comme vous dites, toutes les prises en compte plutôt des besoins des personnes en situation de handicap ne sont pas faites à la hauteur des besoins, ça peut aller jusqu'au renoncement par la personne en situation de handicap de pouvoir acquérir telle ou telle aide dont elle a pour autant besoin. Et du coup, ça impacte non seulement sur son autonomie, ça la limite, ça la restreint, mais ça a un impact aussi très concret sur sa santé. Alors après ces propos d'Alain Villez et de Pascal Ribes, moi je voulais vous poser la question, Monsieur Libaud, sur pourquoi est-ce si important de prendre en compte le handicap quand on envisage les politiques de l'autonomie. On parle dans la tête de bien des citoyens, c'est surtout le grand âge qui est concerné, mais pourquoi c'est important d'englober ces deux sources de perte d'autonomie pour élaborer des politiques d'autonomie dignes de ce nom? Alors, effectivement, les politiques d'autonomie visent donc à la fois les situations du grand âge et les situations du handicap. Il y a beaucoup de points communs. Je dirais aussi, pour nuancer un peu, je pense qu'il y a des points spécifiques aux deux populations. C'est important. Et je veux évoquer à la fois les points communs et les points spécifiques. Les points communs, c'est que je parlais de difficultés pour la personne d'être accompagnée dans un vrai parcours. Et bien ça, on le rencontre sur les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, elles l'expriment de la même façon. Cette difficulté, l'impression quelquefois d'être face à des administrations, pas des gens qui vous accompagnent dans un parcours. Donc la nécessité de changer le service public vis-à-vis de ces personnes, je pense qu'elle est identique. Public, ouais. On a évidemment la situation qui a déjà été évoquée des aidants, qui est très similaire entre un aidant d'une personne en situation de handicap ou un aidant en personne âgée. Et donc la nécessité de soulager les dents, de prendre en compte les dents dans l'accompagnement, c'est-à-dire de regarder pas seulement la personne mais les dents, eh bien c'est très important évidemment aussi. Donc ça on le retrouve de toute évidence. Et enfin, je dirais la nécessité d'une vision globale. Sophie Cluzel, la précédente ministre en situation de handicap, avait lancé ce qu'elle appelait le 360, c'est-à-dire la vision globale de la personne. Et je crois que tant du côté de la personne âgée et de la situation en personne de handicap, il y a besoin de cette vision globale des choses. Ce qui importe, c'est de travailler sur le parcours de la personne et pas d'avoir des réponses ponctuelles, limitées en silos. Donc voilà, ça c'est les points communs. Des points un peu quand même séparés. Du côté du handicap, on a évidemment beaucoup plus que du côté de la personne âgée, la nécessité très forte d'intervention d'acteurs de droit commun sur, pour le jeune, donc la personne handicapée jeune, eh bien c'est toute la question de la scolarisation évidemment bien sûr. Qui va être posée, et donc toute la question de l'inclusion va être tout à fait fondamentale. Et ensuite on a évidemment la question du milieu professionnel, voilà. Et donc c'est une question absolument fondamentale évidemment quand on va traiter de la personne en situation de handicap. Évidemment, on ne va pas retrouver ces mêmes questions sur la personne âgée. Et les questions sanitaires et de santé vont être plus prégnantes sur un certain nombre de personnes âgées. Les questions de polypathologie, c'est quand même très fréquente. Quelquefois, cette personne en situation de handicap, elle a une situation stabilisée, elle n'a pas beaucoup plus de questions de santé qu'une autre personne. La question du rapport au système de soins est quand même beaucoup plus forte. Et puis, enfin, je dirais, sur la personne âgée, la situation n'est pas stable. Et donc, on a une évolution et la nécessité de prendre en charge et quelquefois de réagir très rapidement à cette évolution. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, je pense qu'il faut demain travailler sur les territoires de façon globale sur l'autonomie, mais aussi en étant conscient de ce qui est caractéristique de l'un et de l'autre. Et de façon, à chaque fois, c'est la nécessité d'un regard individualisé sur la personne, sur son parcours. Tout à fait. Alors justement, Aurélie Olagnon, est-ce que vous souhaitiez réagir à ces propos-là sur la nécessité d'avoir cette vision globale et en même temps de pouvoir justement faire un peu dans la dentelle, justement pour répondre aux situations des uns et des autres?
C'est sûr que ça demande une vraie réflexion sur la différence. Ça a été évoqué dans la vidéo. À 60 ans, il y a un cap. Donc un handicap. Et puis des fois, ça se situe à quelques mois. C'est-à-dire que du jour au lendemain. Même en fait, si vous faites votre AVC à 59 ans et 364 jours, c'est pas pareil que si vous le faites le jour de 60 ans. Exactement. Vous n'avez pas la même chose. Et c'est important. Un handicap, c'est la conséquence d'une déficience. Après, la déficience, elle est la même à 59 ans et 364 jours qu'à 60 ans. Moi, je vois aussi une simplification du parcours usager. Vous parlez du parcours. On voit le parcours du combattant, ça a été évoqué. J'étais orthophoniste, je ne vous parle même pas du parcours pour les parents, même ne serait-ce qu'une dyslexie. Et ça, c'est un handicap aussi. Et alors, quand on arrive aux personnes âgées, où tout est numérisé, où tout ça, je pense qu'il y a toute une vraie politique de l'autonomie au général, handicap compris, à repenser. Et à ce moment-là, je reviens à mes acteurs locaux, je reviens à mes CCAS qui ont un rôle de repérage aussi de ces personnes-là, qui vont les accompagner. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une simplification, un vrai travail de territorialisation encore. Le département, certainement, qui a son rôle à jouer là-dedans dans sa compétence pour pouvoir simplifier le parcours usager et donc les aidants, pour les aidants et tout l'écosystème. D'accord, très bien. Alors on va reprendre une question internaute qui ressemble un peu à la première que nous avait posée Marie. Comment faire en sorte que la lutte contre la perte d'autonomie devienne une priorité des politiques publiques? Alors Aurélie, peut-être je vous laisse la parole. C'est un très très vaste sujet, encore une fois. Pour moi, c'est une non-question en fait. Il n'y avait rien de plus prévisible qu'un mur démographique après un baby-boom. Donc ça n'a pas été anticipé. Il y a pas commence à dater, ça commence à dater. On prend le mur écologique, on ne l'a pas forcément prévu. Le mur démographique, on pouvait le prévoir. Donc ce n'est même pas la peine d'attendre une priorité, d'attendre ça. Je pense que la priorité, s'il y en a une, ça va être de relayer les initiatives qui existent déjà. Il y a moi, je crois à l'engagement citoyen, je crois aux gens qui veulent avancer. Il y a plein de choses qui existent, il y a juste besoin de les relayer. D'où l'intérêt de l'Observatoire du grand âge qu'on a créé avec Laurent, Florence Aubenas, pour pouvoir faire avancer les choses, relayer ce qui fonctionne, parce que c'est pas juste de dire ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a plein de choses qui fonctionnent, faire parler, faire cohésion entre tous les secteurs, le privé, lucratif, non lucratif, le public, le domicile, et tout ça, en fait, aller dans le même sens. Et je crois vraiment que finalement, les solutions, elles viennent pas du haut, elles vont venir du bas, et ça va être aux personnes qui seront à la gouvernance de pouvoir relayer tout ça et donner les moyens et soutenir toutes les initiatives. D'accord, très bien. Dominique Libaud, justement, sur cette fameuse question de ériger cette politique de l'autonomie au rang des priorités des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et vous qui êtes l'auteur justement de nombreux rapports, comment est-ce qu'on se situe après avoir publié tant de rapports, formulé tant d'idées, écouté tant d'acteurs sur cette espèce d'inertie où ça n'apparaît pas vraiment comme une priorité des politiques publiques? En tout cas, c'est l'impression que ça en donne. À la fois, c'est vrai qu'il faut se baser sur ce qui se passe sur le terrain et il se passe énormément de choses. Et néanmoins, je pense qu'à un moment donné, il y a besoin de structurer une action publique forte sur ces domaines-là, notamment pour anticiper. C'est vrai que moi, je considère que notre action publique, globalement, elle est souvent court-termiste, elle est quand même à la réponse à l'urgence plus que l'anticipation des sujets de demain, que ce soit la transition démographique ou la transition environnementale. Donc voilà, c'est un des sujets de notre fonctionnement sociétal, démocratique, et le grand âge en est un petit peu la victime, enfin disons, voilà, on n'y arrive pas tout à fait. Donc moi je pense qu'effectivement tous les mouvements qui permettent de dire oui, c'est un vrai sujet qui parle aux gens. Moi j'ai constaté en présentant mes travaux à plein de publics combien ça parle à toutes les personnes, parce que dans toutes les familles on est confronté ou on a été confronté à ces sujets. Et ça, le politique quelquefois ne veut pas entendre ça. Je crois aussi quelquefois il a peur en se disant le sujet grand âge, de dire ah oui, mais enfin c'est quand même des générations, on parle des boomers qui ont été privilégiés, tout ça, etc. Et on oppose ça aux jeunes. Et moi je dis en fait une vraie politique du grand âge, c'est une politique qui est à la fois une politique évidemment pour les personnes âgées, mais pour les générations qui vont venir, parce qu'on anticipe, et pour les jeunes aussi, parce qu'on a parlé des métiers, et bien en travaillant beaucoup sur l'attractivité des métiers, on trouve aussi des solutions pour les jeunes, des solutions professionnelles, et il ne s'agit surtout pas d'opposer une génération à l'autre, il s'agit en travaillant beaucoup sur des métiers valorisants, de trouver des solutions pour les jeunes et des solutions qui aident les personnes âgées. Donc voilà, je pense qu'il reste un travail pédagogique à faire important
pour que ça soit vraiment identifié comme une priorité très forte. Et je pense qu'on a quand même besoin pour donner de la lisibilité, du souffle et de la cohérence à ces stratégies. Très bien. Madame, Monsieur, je vous remercie. Nous prenons bien la mesure des nombreux chantiers en cours en matière d'autonomie, à la fois sur le terrain, on l'a vu, de l'attractivité, de la gouvernance, mais aussi de la convergence des politiques du handicap et du grand âge. Mais pour que tout ceci fonctionne, il faut un socle. Et c'est bien l'objectif de la fameuse 5e branche de sécurité sociale qui a vu le jour, au moins juridiquement, en août 2020. Comment faire en sorte que celle-ci devienne effective? C'est ce que nous allons découvrir lors de notre prochaine séquence. Mais en attendant, une petite pause publicitaire s'impose. Une autre économie est possible, ça oui. Mais une autre banque? Je demande à voir. Eh bien voyons. Et qu'est-ce que ça change? Les clients ont leur mot à dire. Et ils ne s'en privent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui compte, c'est ce qu'ils font. C'est la banque des coopératives. Des associations. Des mutuelles. Des théâtres. Des festivals. Des syndicats. Des fédérations sportives. Des PME, PMI. On appelle ça des personnes morales. Des personnes qui entreprennent autrement. Ça, on peut dire qu'elles ont le moral. Et les personnes physiques alors? C'est la banque des particuliers qui se ressemblent. Mais enfin, c'est une banque, pas un club. Justement, on parle d'argent là. Avec des produits engagés bien pensés, tu peux agir. Ton compte t'ouvre des tas de moyens d'action. Pour moi, agir, c'est financer ce qui est utile. Moi, c'est la solidarité mondiale en premier. Et l'insertion alors? La culture, qu'est-ce que vous en faites? Croyez-moi, l'essentiel, c'est l'emploi. Oui, l'emploi dans les territoires. À condition de développer l'écologie. Le bio. Les énergies renouvelables. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. On commence quand? Moi, je crois que c'est possible. Et nécessaire. Une économie où chacun a son mot à dire. Des investissements pensés pour le bien-être de tous. On appelle ça la finance patiente. T'en sais des choses. L'important, c'est un monde plus juste. Un monde où l'argent seul ne ferait plus la loi. Et tout ça, avec le crédit coopératif, on peut y arriver. Simplement en étant client. Pas seulement client. Sociétaire. Crédit coopératif. Une autre banque est possible.